Bonjour à tous, je suis Caroline. Soyez les bienvenus à l'écoute du Serein. Législation oblige, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, ça c'est fait. Et oui, dans cet épisode, le portrait se verra double. Avec mon amie Isia, nous sommes partis à la rencontre de Cécile et Mathieu, un joyeux couple amoureux, du vin. Perchés à Loubalagnas, depuis quelques années, ils y ont planté des vignes et créé ainsi Ploia. Mais pour pouvoir les interviewer, il fallait déjà les trouver. Pile poil à l'heure. Pile poil. Ah oui, regarde les vignes. Ah, elles sont là, les vignes, elles étaient cachées. Bonjour. Bonjour. C'est un parti. peu la voix cassée, j'ai été malade. J'ai pas cette voix de vieux roublard d'habitude. Un chaleureux bonjour, une présentation rapide, et nous voilà tous les quatre partis pour un petit tour du propriétaire. Nos pas sur les feuilles d'automne. Soyez attentifs, je vous annonce un avis de vin vivant. L'idée c'était de s'installer et trouver un terrain où planter de la vigne, parce que c'était pas un coin où il y avait de la vigne, en tout cas en production. Anciennement et ancestralement, on a retrouvé plein de traces, mais il n'y en avait pas en production. Et du coup, on a eu la chance de trouver ici pour s'installer et planter la vigne pour ce projet. Donc on cherchait idéalement un endroit pour vivre, un endroit pour avoir une cave, donc pour les vinifications, et un terrain agricole pour planter. On a eu la chance de trouver cet endroit qui cochait un peu toutes les cases, puisqu'il y avait suffisamment de bâtiments pour à la fois vivre, monter le projet agricole, et du terrain agricole pour planter, qui en plus globalement était pas trop mal exposé et correspondait avait en tout cas les caractéristiques pour planter de la vigne, quoi. Donc quand on a eu trouvé ici, on était un peu content, parce que dans le coin c'est quand même pas forcément évident, il y a quand même un peu de pression foncière, même avec l'agricole. Avec le tourisme, toutes ces choses-là, ça rentre quand même un peu, ça peut rendre les choses un peu compliquées. Et nous, on a eu ce coup de chance, aidé aussi par les parents de Cécile pour pouvoir investir dans tout le projet, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bâtiments. Ici, c'était un ancien verger. On voit encore quelques arbres qui sont plutôt jeunes et un peu en fin de vie plutôt. Donc, et la partie là-bas qui était après que des prairies. Okay. Donc, par rapport à l'exposition, à la luminosité, on a décidé de planter une première partie de vigne là-bas, dans le fond, là au soleil, ce qu'on voit encore. Et ici, du coup, on a regreffé les mêmes variétés des arbres présents pour replanter les arbres ici et mettre le verger un peu, le renouveler, quoi, parce qu'il était plutôt dépérissant. Et on a planté là-bas, du coup, il y a 250 pieds de Riesling. On a commencé à planter du blanc parce que nous, en tant que négociants, c'est ce qu'on a le plus de difficultés à trouver. À la fois parce qu'il y a moins de volume de blanc que de rouge qui sont produits, en tout cas localement. Et par rapport au prix aussi, c'est ce qui nous coûte le plus cher à acheter. Du coup, c'est pour ça qu'on a planté d'abord du blanc, du Riesling. Alors souvent les gens ils disent « Ah, pourquoi du Riesling, c'est pas local ?» En tout cas, nous ici, on est hors appellation et on n'a pas vraiment on n'a pas trouvé en termes de documents qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme cépage avant ici. Donc il y a aussi l'aspect gustatif et plaisir. On a planté aussi un cépage qu'on aime bien, quitte à faire du vin et le boire, autant que ce soit quelque chose qui nous plaise. Donc là, les 250 plants qu'on a plantés là, c'est avril 2024. D'accord. Avec une année super facile, beaucoup d'eau, qui m'ont un peu questionné sur le projet de la vigne, mais qui m'ont permis de ne pas avoir besoin d'arroser beaucoup les jeunes plants et qui se sont super bien développés, quoi. On peut s'approcher. Et du coup, 2024, avec beaucoup de pluie au printemps et à l'été, c'était super facile pour un plantier, quoi, pour une jeune plantation, à l'inverse de cette année, entre la sécheresse et les températures, où là, la plantation de 2025, elle a un peu plus souffert, quoi. Ici, pour te dire, on a reçu 300 pieds en 2024, 250 ici, 50 un peu plus haut. On en a un qui n'a pas pris, donc autant te dire 0,33% de perte, ce qui est un très très joli score. Cette année, on est sur la parcelle tout en haut qu'on va aller voir après, on est à presque 30% de perte, due notamment à la sécheresse et aux chaleurs extrêmes qu'on a eues en juin et en août, quoi. On a une approche où le but c'était pas de planter de la vigne hyper serrée, d'avoir le maximum de pieds au mètre carré pour faire du rendement ou quoi. L'idée c'est d'avoir un système qui soit adapté aussi à l'endroit. En termes d'arbres, nous on est assez intéressés par la biodiversité. On pense que Tumeur c'est un levier extrême, tu vois, pour lutter contre toutes les maladies, les parasites et tout, et pour que la plante soit un peu en harmonie, en bonne santé. Donc on était déjà dans un endroit où même si j'avais pas rajouté d'arbres fruitiers, je pense qu'il y avait suffisamment de biodiversité. Mais là, tu vois, il y a un petit caillou que j'aurais pu enlever avec une grosse pelle, mais ça m'intéressait pas, et au contraire, j'ai mis un petit pêcher, parce que en termes de coplantation, c'était quelque chose qui se faisait souvent dans les vignes, d'où les pêchers de vigne, c'en est un. Puis tu vois, ce petit caillou, quand je mangerais mon casse-croûte, si le fruit est mûr, j'aurais le dessert sur place. Donc voilà, ça c'est le côté un peu, parfois poète si on veut, mais en tout cas, ouais, rajouter un peu des arbres, en tout cas aussi des arbres fruitiers, tu vois.
Du coup, sur le négoce, on a monté l'activité tous les deux avec Cécile pour acheter du raisin, transformer le raisin, l'élever, la commercialisation. Enfin, moi, j'ai une toute petite activité complémentaire à côté professionnelle. Cécile, elle a une vraie activité professionnelle à côté en plus, qui lui prend du temps sur l'année. Du coup, la partie vigne, production, c'est un peu plus mon projet, en tout cas de par mon expérience et de par ma disponibilité. Et sur la partie après production, négoce et vente, là, on est vraiment un binôme complémentaire. C'est pour ça qu'il parle plus que moi sur la partie vigne. En général, plus bavard qu'elle en général. Et cette année, on a planté 300 pieds de gros mansins et le reste, c'est des porte-greffes, mais qui seront greffés, pareil, après en petits mansins et petits courbus. Donc là, 3 cépages plus autochtones qu'on retrouve en Jurançon, en Irouléguy, côté espagnol aussi, donc plus local. Donc que du blanc ? Ouais, pour l'instant, sur cette parcelle, que du blanc. Okay. On a d'autres pistes pour du rouge. Là, petit sport, hop, il y a un peu de dénivelé. Là, c'est les gros mansins. Okay. Donc là, planté en pareil, avril, mais 2025. Okay. Là, pour te donner une idée, tu vois, il y a des endroits où il n'y a plus rien. Donc ça, c'est les plants qui étaient morts pendant la sécheresse. Donc j'ai arraché pour pour savoir où ils étaient, parce que j'espère en replanter un peu à l'automne. Tu vois, je les ai laissés parce qu'à un moment donné, sinon j'en arrachais beaucoup. Celui-là, je pense que c'est entre deux, tu vois. Il a ses feuilles qu'on séchait parce que c'est aussi l'automne. Le bois, il avait l'air d'être encore un petit peu alimenté, mais ouais, tu lui laisses je lui laisse la chance et on verra au printemps, en espérant quand je le taille qu'il y a encore de la sève. On peut monter pour voir. Et d'un point de vue variété, est-ce que cette variété-là est censée être moins résistante que le Riesling ou inversement ou pas forcément ? Alors sur la vigne, c'est greffé, donc souvent c'est plus le cépage en tant que tel. Il a quand même quelques, on va dire, des caractéristiques liées à sa productivité, sa précocité, mais souvent, vu que le système racinaire il vient d'un porte-greffe, okay. Là c'est plus le choix du porte-greffe. Alors c'est là où c'est compliqué parce qu'on peut avoir des printemps ici très humides, donc avec un excès d'eau, et puis après au final là tu vois on a un été, rien que sur l'année là, entre 2025 et 2024 sur les deux plantations, tu as 2 années totalement différentes, donc tu sais pas au final, oui ton porte-greffe tu vas essayer de le choisir aussi par rapport à ton type de sol, ça il changera pas. On sait qu'on est sur des sols légers, tu vois c'est des limons sableux, drainants parce que de la pente, parce que du caillou en dessous, bien exposé, quasiment plein sud. Donc on sait qu'on a tendance à être sur un terrain séchant, mais tu peux avoir un excès d'humidité à l'automne, tu peux avoir un excès d'humidité au printemps. On a essayé de faire une cote mal taillée, mais globalement le porte-greffe est plutôt adapté à des terrains séchants, quoi. Donc en termes de repères, déjà, c'est un peu, moi j'ai l'impression que c'est un peu un coup de poker. L'année dernière, quand j'avais planté de la vigne qui faisait que flotter, tu as quand même la sensibilité aux maladies fongiques, notamment le mildiou. Du coup, l'humidité et le mildiou, c'est un peu un bon partenaire, donc c'est un peu un ennemi de la vigne. Bon, j'étais en train de me dire, je pense qu'il y a Lucas que vous êtes allé voir qui fait du thé, qui est plutôt sur un climat un peu plus tropical, plutôt humide, voire chaud et humide. Là, j'étais là, il y a un de nous deux qui a fait le bon choix. L'année dernière, j'ai eu des gros doutes. Au final, cette année, je me dis, c'est pas du tout la même année. 2026, on verra, on en reparle. Peut-être que ce sera une année totalement normale, avec des saisons normales. Donc ouais, j'ai pris l'altitude en compte. Le Riesling, toi, c'est un cépage que tu retrouves en Alsace, c'est continental. Normalement, ils ont 4 saisons ultra marquées, un hiver ultra froid, un printemps doux, un été très chaud, un automne pluvieux. Les 4 saisons parfaites. Normalement, si ici, ça pousse pas, je me dis qu'il y a plein d'endroits où ils mangent plus, quoi. Donc on reste positif, on y croit. Mais c'est vrai que des fois, les informations et tes connaissances, tu mets sur le papier, tu regardes tes porte-greffes, tu regardes tes cépages, et et à un moment donné... tu lances un projet, moi je suis du genre avec Cécile, heureusement on parlait de binôme complémentaire, c'est parfois un peu plus la raison que moi, mais moi des fois il y a un truc, tu as envie de le faire et tu y crois, tu fonces, puis tu verras bien. Il y a une partie expérimentale, on n'a pas pris énormément de risques, on est sur des micro-surfaces. Moi j'ai adapté ce projet aussi avec une activité à côté pour justement pas que ce soit uniquement mon revenu, et si je me plante, j'ai pas envie de me retrouver sans rien, donc c'est ça un peu le côté expérimental, quoi. Tu tentes, tu essayes, et puis peut-être que dans 10 ans je me rendrai compte qu'il y aurait des choses à faire autrement, et puis tu feras un peu autrement. Mais comme tu disais, il faut être patient aussi. Faut y aller, mais il faut être patient. On a un peu cette tendance-là, l'humain, des fois, à vouloir aller trop vite. Un pied de vigne, tu en as aujourd'hui qui sont centenaires, parce que globalement, un pied de vigne, il a cette capacité à vivre beaucoup plus longtemps qu'un être humain. Donc nous, on est peut-être un passage sur toute sa carrière, il en verra d'autres des humains, tu vois. Faut y aller quand tu y crois, et puis après, il y a le cadre qui fait dire qu'il n'y a pas de raison que ça pousse pas bien, quoi. Elles ont de jolies vues, quand même. Comme bureau, il y a pire, ouais. Moi, je désherbe à la main... sur le rang pendant la plantation. D'accord. Pour limiter la concurrence. Comme en plus c'est une ancienne prairie, tout ce qui est en surface, les graminées, tout ça, ça pompe quand même pas mal d'eau. Donc quand tu as une année comme celle-là, c'est soit pour la vigne, soit pour l'herbe. En règle générale, les graminées, elles ont le système racinaire en surface, donc elles se servent en premier. Donc tu vois, sur à peu près 1 mètre autour du pied, je désherbe. Par contre, en hiver, là où il n'y a plus de concurrence
et que je veux pas avoir des sols nus, je ressème. Là, j'ai ressemé des engrais verts. Et tu vois, la partie là-bas, elle a totalement séché, il n'y a plus rien. Ça, c'est la sécheresse aussi, quoi. Okay. Normalement, il y a de l'herbe. Je travaille vraiment avec le moins d'intrants possible et en tout cas rien de chimie de synthèse. Tu vois, en produit, là, il n'y a que du sulfate de cuivre, donc ce qu'on utilise en bouillie bordelaise, à des doses homéopathiques pour lutter contre le mildiou. Et sinon, tout le reste, c'est plutôt des macérats de plantes, des trucs que j'essaye de faire moi-même ou de trouver via des gens que je connais. Et après, le reste, pareil, travail du sol là-bas à la main pour la concurrence. Encore une fois, je peux le faire aussi parce que j'ai une petite surface. Mais en tout cas, voilà, essayer d'être le plus respectueux de l'environnement, de tout ce qui m'entoure, pour ma santé, pour celle des autres. Et puis pour l'environnement, quand tu regardes le cadre, t'as pas envie d'aller faire n'importe quoi. Et moi j'avance, mais je sais pas où c'est. C'est là et à droite. Nous descendons ensuite vers la future cave, encore en chantier, en suspens. Là, à l'abri des regards, Cécile se livre, pendant que Mathieu observe en silence, avec ce regard complice qui dit tout, sans un mot. Moi, je travaille dans le secteur médico-social, je travaille avec des enfants. Mais par contre, il se trouve que j'aime bien les bonnes choses et que je me suis intéressée au vin nature en rencontrant Matt en même temps. Tout s'est passé un petit peu en même temps quand on était dans le Béarn, plus précisément à Sauveterre de Béarn, où on a des amis qui ont ouvert un restaurant engagé sur plusieurs domaines et notamment au niveau du vin nature et aussi de l'alimentation locale, saine, pour toutes et tous. Vin nature, comment tu pourrais décrire ça ? Le vin nature, c'est un vin qui est le plus proche d'un jus de raisin fermenté. En fait, c'est simplement ça, c'est du raisin qui a fermenté. On n'y ajoute rien, très peu de choses. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de respecter le fruit jusqu'au bout. Et c'est une vraie démarche parce qu'en fait, on le sait pas tellement, mais dans le vin qu'on boit au quotidien, ou voilà, dans différents endroits, du vin conventionnel, ou bio aussi, il se trouve qu'il y a plusieurs levures, intrants chimiques qui peuvent faire des formes de recettes. Et nous, avec le vin nature, on n'a pas de recette. On fait avec ce qui est vivant, avec les levures qu'il y a dans le raisin et les fermentations qui sont liées. Est-ce que ça fait toujours du vin pétillant, le vin nature ? Alors, moi je dirais que non. Peut-être que Matt a un autre avis. Mais en effet, c'est un process qui peut être naturel dans les fermentations, ça c'est sûr. Il peut toujours y avoir un petit peu de CO2 qui reste dans les bouteilles, qui sert des fois au niveau du vin nature pour conserver le jus. D'autres fois, c'est fait exprès, mais là, c'est des vinifications qui sont particulières, quoi. Mais non, c'est pas systématique du tout. Des fois, il suffit d'attendre un petit peu ou de secouer la bouteille pour pas faire partir ces petites bulles. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers votre travail ? C'est une approche où on parle vraiment du vivant, mais dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois sur les sols, là où pousse la vigne, sur la vigne chez les gens chez qui on achète pour l'instant le raisin, ou la vigne que nous on a plantée, le respect du vivant dans sa globalité, le fruit et les fermentations, donc pareil, avec ce qu'il y a sur place, sans ajouter des intrants. Très peu, non, en fait, c'est 0 intrant. Le seul qui potentiellement peut avoir et qu'on s'autorise, c'est le soufre, au cas où, qui nous permettrait de stopper un peu une grosse déviance. Ça, on se l'autorise, mais un peu comme du Doliprane, mais j'en ai même pas à la cave. Donc si demain, là, j'ai une déviance, il faut déjà que je cours chez un marchand qui vendrait du soufre, donc plutôt vers là où il y a des vignes, pour potentiellement m'en servir. Mais l'idée, on se le refuse pas, on n'est pas des intégristes, il y a vraiment des gens en nature, ils sont non, il y aura 0 soufre. Nous, on a un modèle qui fait que, rapport au mal qu'on s'est donné, si à un moment donné, il y a ne serait-ce qu'une barrique qui partirait un peu en déviance, on peut se donner la chance d'essayer de la sauver, mais pareil, de manière raisonnable. Dans tous les cas, ce qu'on mettrait au cas où, ce serait des doses déjà inférieures à ce qui est autorisé légalement, et encore même autorisé en bio. Donc sur une barrique, c'est arrivé, et pareil, du coup, c'est noté, machin. Enfin, on le trouve sur les étiquettes, nous, on est en totale transparence. Mais en tout cas, voilà, c'est arrivé une fois, 2024, c'est pas arrivé. Pour l'instant, 2025, c'est bien parti. Par rapport à son idée, donc le vivant, et après, le consommateur. On a envie à la fois qu'il ait quelque chose de sain. Alors, on reste sur de l'alcool. Entre boire des choses industrielles et des choses plus naturelles, l'alcool, il n'a pas le même effet, il n'a pas les mêmes propriétés, et les effets secondaires ou même principaux ne sont pas les mêmes. Rien que là, pour le coup, l'ivresse premier stade, c'est-à-dire le petit effet qu'il pourrait avoir avec l'alcool, et même sur du vin nature, je trouve qu'il est toujours plus délicat et tout doux que de l'alcool industriel. Alors c'est pas forcément, on boit pas forcément du vin pour rechercher l'ivresse, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. En tout cas, voilà, l'idée c'est que le consommateur, une fois qu'il goûte ce vin, effectivement il y a l'aspect gustatif, on espère qu'il trouve ça bon, que ça lui plaise, que ce soit le buvant seul, alors pas la personne, mais juste le vin ou en accord. Nous on fait pas du vin juste pour accompagner un repas, on fait aussi du vin pour le produit en tant que tel.
de déguster, voir ce que ça raconte. Et après, il y a aussi tout ce qui est un peu d'une autre dimension, pour le coup un petit peu plus sensoriel. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le vin, j'avais dit au vigneron, je dis ouais, mais moi j'y connais rien et tout. Il me dit c'est pas grave, on s'en fiche. Moi, je suis pas là pour les termes techniques. Ça m'intéresse pas. Quand tu goûtes, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu ressens. Et du coup, moi, c'est la vraie approche que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Quelqu'un qui boit ce verre de vin et qui trouve que ça lui fait du bien, ou en tout cas que c'est bon, peu importe s'il a les bons mots techniques, bah là, on a un peu gagné le pari, quoi. C'est transmettre aussi des émotions, quoi, vivant dans sa globalité. Voilà. Transmettre des émotions et partager aussi, justement, faire découvrir le vin naturel, ce que c'est, et ce pourquoi on a envie de faire ce projet, et ce qui nous intéresse dans le vin nature, de le partager avec des gens ici. On cherche pas non plus à commercialiser aux États-Unis ou je sais pas où. L'idée, c'est déjà de faire connaître ce produit-là localement, dans le sud-ouest. On a un petit réseau après de restaurateurs ou de cavistes à plusieurs endroits en France, mais l'idée, c'est vraiment de partager aussi et transmettre un peu cette passion-là, quoi. C'est une sacrée aventure à deux, de faire du vin. Comment vous arrivez à trouver un équilibre ? Alors, on est très différents avec Matt. Ça, c'est indéniable, mais vraiment très, très différents sur tant les caractères que sur voilà, les personnalités, on va dire. Mais du coup, c'est ce qui fait un peu l'équilibre de tout ça, finalement. Lui, il va être plus dans l'action, action-réaction parfois. Et moi, je vais être beaucoup plus réfléchie, mais alors trop des fois. Ce qui empêche le passage à l'action. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'on est assez complémentaires, voire très complémentaires. Et au-delà de ça, c'est aussi Matt qui a quand même le savoir-faire et la connaissance de ce milieu. Moi, je suis plus là, pour le moment encore, en tout cas, dans l'apprentissage. Mais j'ai aussi ma vision de... un peu la communication, un peu des valeurs que j'ai envie de partager. J'ai aussi des compétences qui sont associées au projet, qui ne sont pas en effet dans le produit, dans l'action même, mais qui contribuent globalement à ce qu'on soit complémentaires l'un à l'autre, quoi. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom de chaque cuvée est en lien avec le climat, ou en tout cas particulièrement la pluie. D'accord. Voilà, c'est un peu. Ploya. C'est la pluie en patois. Ok, c'est pour ça voilà que Ploya. C'est quoi les noms des 3 cuvées ? Alors il y a Précipitation, 1065 et Arcoiris. Et donc Précipitation, on savait pas du tout comment appeler cette cuvée. C'est franchement un exercice, essayer de trouver un nom à quelque chose qu'on a fabriqué, dans lequel on a mis de l'intention, dans lequel qui a pris beaucoup de place, mais pour le résumer en un mot, c'est assez difficile. Donc c'est des grands brainstorming, mais finalement souvent les brainstorming ils amènent pas au nom. C'est un truc qui vient un peu comme ça. Et on parlait de caractère un peu tout à l'heure, la logique de précipitation, c'est évidemment la pluie, mais c'est aussi le fait de se précipiter. Mettre la charrue avant les bœufs. C'est le trouve que je faisais souvent, par exemple. Voilà, donc par exemple, on est arrivé ici alors qu'on avait déjà nos cuvées, nos barriques chez Imanol dans le Béarn, on n'avait pas encore acheté de terrain, etc. Bref, les choses se sont faites très rapidement, un peu dans la précipitation, et on s'est dit que pour le coup, c'était vraiment un nom qui marchait bien. Ici, la cave là où on est actuellement, on a fait 2-3 petits travaux, on a tout vidé, tout nettoyé et emménagé nos barriques, on n'était même pas encore propriétaires. Voilà, donc si ça se faisait pas, on reprenait nos barriques, on repartait chez Imanol. Merci pour le ménage et les petits travaux, mais en tout cas, voilà, ça c'est un exemple d'une précipitation. On peut dire que ça soude quand même. Ouais, carrément. C'est ça. Carrément. Vous voyez où dans 20 ans ? Alors si tout va bien ici, parce que les vignes seront ici normalement. Dans 20 ans, où est-ce qu'on se voit ? Peut-être que j'arrêterai de travailler à côté, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on tient à ce que ce lieu, il est quand même une démarche sociale et qu'on partage ça aussi. Que ce soit pas que du vin, que de la production de vin, que humainement, je sais pas, mais partager cet espace et réfléchir à quelque chose de peut-être un peu plus social, d'avoir rénové aussi un peu l'ensemble de cet espace, avoir une cave aussi. Là, on en a une, comme on disait, on l'a investie un peu rapidement et elle est très fonctionnelle, mais elle va être peut-être un peu petite à terme. Et voilà, d'avoir un bâtiment et de pouvoir recevoir aussi des gens dans de bonnes conditions pour faire visiter le lieu, pour faire déguster, pour partager des moments avec des copains, d'être un lieu accueillant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Cécile et Mathieu ont tout misé. Sur un terrain hostile, des vignes capricieuses et cette conviction qu'à deux,
on peut défier l'impossible. Ce qu'ils cultivent ici, c'est autant la vigne que leur complicité. Parce que chaque cuvée raconte une aventure, et que le plus beau terroir, c'est peut-être bien celui qu'ils construisent ensemble. Merci d'avoir écouté ce podcast du Serein. Ici, je raconte ceux qui font vivre le territoire. J'ai des histoires formidables, alors si vous avez aimé, partagez. C'est comme ça qu'on avance, ensemble, vers un demain qui nous ressemble.